Tout d'un coup, il me sort un secret de famille, qu'il a été abandonné par ses parents à l'âge de 15 ans. On va les pardonner, tu es d'accord? Et il me dit oui. Et il a changé de tête. Il a repris des couleurs. Le pardon, c'est le fluide de guérison ultime. Mais j'ai pas envie de pardonner, moi. On m'a fait du mal. Non, mais attends, il va bouffer les pissenlits par la racine. Donc j'ai vécu des choses incroyables et personne ne me demandait jamais rien. Et je me disais, mais comment est-ce possible d'être à ce point-là invisible? Et là, je me dis, j'ai plus rien à perdre, je vais essayer. Et ça change tout dans ma vie. Je renais de mes cendres. Ça me donne émotion. Je suis Natacha Calestrémé, journaliste depuis maintenant bientôt 30 ans. Je suis même rédactrice en chef de Femmes Actuelles hors série, réalisatrice de films documentaires pour France Télévisions et M6 et auteure de romans psychologiques et de livres de développement personnel. Ce pourquoi je pensais ne jamais écrire, mais la vie et ses épreuves m'ont un peu forcé d'aller sur ce chemin-là. Et justement, c'est ce que vous racontez au début de votre livre, La clé de votre énergie. Ce qui a provoqué ce chemin de développement personnel et ensuite l'écriture de ce livre, c'est que vous vous sentiez invisible. Complètement. Je me sentais complètement invisible, c'est-à-dire que malgré l'ensemble des casquettes que j'avais, les films que je réalisais, comme certains étaient présentés par mon ex-mari, même dans ma famille on disait les films de Stéphane. Je faisais des voyages un peu partout dans le monde en tant que réalisatrice de films animaliers. Je suis allée au Brésil, au Pérou, en Australie, en mer du Nord, sur un brise-glace. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai filmé les orang-outans à Bornéo, j'ai failli mourir à cause des coupeurs de tête là-bas, parce qu'on récupérait des orang-outans pour les sauver. Donc j'ai vécu des choses incroyables et personne ne me demandait jamais rien. Et puis sur le plan professionnel, les journalistes ne s'intéressaient pas à moi. Mes livres existaient tant bien que mal. Et je me disais, mais comment est-ce possible d'être à ce point-là invisible? Là, je ne comprenais pas parce que comme je suis une forcenée de travail et que j'enchaînais un film par un livre par des articles, les articles par un nouveau film, j'étais persuadée que ça ne s'arrêterait jamais. Et quand je suis au chômage, je le vis comme une humiliation incroyable. C'est-à-dire que je me dis, mais ça ne peut pas m'arriver. Et d'ailleurs, là, il y a une employée de Pôle emploi qui m'appelle en me disant « Vous avez un entretien obligatoire ?» Je dis « Je ne viendrai pas. » Elle me dit « Mais si, vous êtes obligé, sinon vous allez perdre vos droits. » Je dis « Mais moi, je ne vais pas rester longtemps au chômage. C'est insupportable pour moi d'aller pointer au chômage, je ne peux pas. » Et puis finalement, c'était extraordinaire parce que en allant sur place, je discute pendant 2 heures avec cette femme qui était très très sympathique. Et puis au final, elle me dit « Vous n'avez pas renseigné votre mail là sur votre fiche de candidature ?» Je dis « Bon, vous savez… » Elle me dit « Mais il y a des formations, c'est formidable et tout. » Je dis « Oui, mais bon, à mon âge, bon. » Elle me dit « Mais écoutez, elle prend une pile comme ça de formations et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un de mes rêves est d'adapter mes romans pour le cinéma, pour la fiction. Elle me dit, mais il y a des formations, par exemple, à l'école de cinéma de Luc Besson, ils donnent des formations. Je dis, ah bon, alors par Pôle emploi, moi je n'en reviens pas. Bon, elle m'en donne une au hasard. Le titre, c'est « Apprendre à écrire une série télé ». Je dis, mais ça m'intéresse. Et je regarde, et je vois, ça commence dans 3 semaines. Et je vais vite, parce que j'ai pas de sous, je vais voir l'organisme qui avance cet argent pour ceux qui sont intermittents du spectacle. Et elle me dit, je suis désolée, on a 1 mois d'attente, vous ne pourrez pas postuler parce que c'est dans 3 semaines et c'est mort. Et moi, je me dis, à l'intérieur de moi, en fait, depuis le début, je me dis, cette série d'épreuves, notamment ce chômage, il n'est pas là par hasard. J'ai en tête la phrase de Jung, « Tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, elle se rejoue et l'épreuve arrive pour nous donner surtout une chance de venir à bout, voilà, de quelque chose qu'on doit guérir. » Et donc, en fait, je me dis, ce chômage
que je vis ultra mal n'est pas là pour rien, et il y a forcément quelque chose de positif qui va sortir de ça. Sauf que je ne vois pas. Et quand il y a la formation, je me dis, bon, ben c'est ça le truc positif. Sans le chômage, jamais je vais voir la fille de Pôle emploi, jamais elle me parle de ce stage. Et donc, quand elle me dit, c'est pas possible de faire, je dis, ça colle pas. Donc je lui dis, écoutez, je dois le faire. Elle doit me prendre pour une folle. Elle me dit, vous n'êtes pas auteur par hasard? Je dis, si. Elle me dit, est-ce que vous pouvez justifier de 9 000 € de gains en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain? Je dis oui. Elle me dit, ben là, pour les auteurs, le délai c'est 3 semaines et la date limite c'est aujourd'hui. Et donc, mon dossier va être accepté, je vais pouvoir faire cette formation. Et à l'issue de ça, il y a Les blessures de silence, un de mes romans, qui va être adapté et diffusé sur France 2. C'est invraisemblable. Donc, déjà, je comprends que dans chaque épreuve se cache un cadeau mal emballé. Voilà. Mais il me faut bien plus que ça pour avancer sur mon chemin. Ensuite, j'ai ma petite sœur qui décède, ma meilleure amie des suites de harcèlement de son conjoint. Elle meurt d'épuisement, son corps lâche. Je vais mener 2 ans de recherche journalistique sur cette question de l'emprise, de la manipulation. Je vais lire des livres en psychotrauma, interviewer des psychiatres, lire énormément de livres de psychiatres pour essayer de comprendre. Ça va à peu près tout changer dans ma vie, notamment dans les relations. Je vais comprendre ce qui se joue dans les relations amoureuses, ce qu'on appelle parfois les dépendances affectives, les flammes jumelles, les âmes jumelles, etc. Je vais comprendre les mécanismes de ces dysfonctionnements que beaucoup de gens vivent et qu'on ne comprend pas. Finalement, il me faudra une double hernie discale pour que mon corps lâche et que je sois obligée en fait de m'arrêter, de me rendre compte à quel point je suis mal depuis ces 4 ans où finalement pas un domaine de ma vie ne tient. Je vais voir un médecin. J'ai encore mal et je vais me rappeler que j'ai interviewé des curiosités, des gens, des chamans, des énergéticiens, des médiums, des guérisseurs, partout dans le monde. Et qui, ça c'est quand même la magie de la vie, parce que j'étais intéressée, parce que j'étais curieuse, parce que je ne les ai jamais jugés, m'ont partagé leurs techniques. Et là, je me dis, j'ai plus rien à perdre, je vais essayer. Et ça change tout dans ma vie. Je renais de mes cendres. C'est lorsque je vais utiliser ces rituels chamaniques, que je vais petit à petit transformer en protocole pour que ça soit digeste, que je puisse les partager avec les autres, que je n'ai plus mes douleurs, que je remarche, que je sens que je remonte en énergie, que tout va bien, que tout d'un coup je me dis, bon, et cette invisibilité alors, est-ce que ça pourrait pas marcher, ces techniques là-dessus? J'ai une sœur jumelle, pour la petite histoire, quand on faisait de l'athlétisme, à un bon petit niveau, on faisait les mêmes chronos. À la piscine, avec les cheveux comme ça, même mon père se trompait. Bon, donc, les jumelles, les jumelles, les jumelles, les jumelles. Et donc, on est un être bicéphale, 2 têtes sans identité. Donc, la question de la place, la question de l'identité, elle se pose à moi, à ma naissance. C'est là où la vie est rigolote, parce que parfois on se dit, il suffit de s'éloigner du problème pour qu'il disparaisse. Pas du tout. Je m'éloigne de ma sœur, elle fait sa vie de son côté, moi la mienne, et je rencontre un homme qui deviendra mon mari pendant 22 ans, et dont tout le monde dit, vous vous ressemblez, on dirait des jumeaux. Non mais sinon c'est pas drôle. Mais c'est-à-dire que honnêtement, physiquement, on avait les mêmes traits. Tout le monde nous disait, mais on dirait des frères et sœurs. C'est incroyable. Donc on est venu me chercher avec un homme qui me ressemblait et puis qui prenait toute la lumière. En fait, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, tant que tu n'as pas résolu ton problème de reconnaissance et d'invisibilité, on va te mettre sur la route, ma cocotte, des gens et des situations qui vont te permettre de te rendre compte qu'il y a quelque chose à faire.
Et là, c'est d'ailleurs rigolo, je spoil un peu la suite, mais aujourd'hui, je vis seule, et quel bonheur de vivre seule, ma puissance de femme, le fait de sentir réalisée. Et je crois qu'en fait, c'est quelque chose que je dois vivre, cette solitude, pour comprendre combien je suis riche de moi-même, en fait. Il m'a rendu service. Se rendre compte que finalement, on est en train de vivre quelque chose pour expérimenter la force qu'on dégage et, et tout ce qu'on est capable de faire seul, c'est le kiff total. Non mais c'est génial. Et c'est tellement formidable et je viens tellement de l'expérimenter là pendant 2 ans que ça y est, maintenant je me sens prête à rencontrer quelqu'un. Parce que c'est bon, j'ai vécu cette phase où il fallait que je me reconnecte à moi-même. Tout commence en fait, je suis en train de pique-niquer avec une amie et elle me dit, je lui dis ouais j'en ai marre, je suis invisible, jamais les journalistes m'appellent, c'est l'enfer, etc. Et là tout d'un coup elle me connaît très bien, elle connaît très bien ma famille. Elle me dit bah comme ta grand-mère quoi. Je dis quoi? Elle me dit mais tu m'as toujours dit ta grand-mère était complètement invisible parce que bon, son mari, mon grand-père était guérisseur, puis un très grand guérisseur. Et donc il y avait des gens de partout qui venaient le voir. Il faut que mon grand-père meure pour que je la découvre. Je ne la vois pas. Je découvre que j'ai une grand-mère, elle a 75 ans. Quel temps perdu. Et là, quand elle me dit ça, je me dis waouh. C'est un guérisseur français qui va me donner la technique pour couper les liens de souffrance. On ne coupe pas les liens avec la famille, jamais. Mais couper les liens de souffrance, couper cette souffrance, cette invisibilité, cette blessure dont on peut avoir hérité. Et je fais ce rituel pour ne plus porter l'invisibilité de ma grand-mère. Et le lendemain, j'ai une radio importante, RTL, qui m'appelle pour m'interviewer sur un de mes romans, Les Racines du Sang, qui était sorti 6 mois plus tôt, en roman. 6 mois plus tard. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si je voulais la preuve qu'il y a quelque chose qui marche, il me fallait ça. La chose amusante, c'est que les problèmes ne sont pas réglés pour autant. C'est que assez vite, je retombe dans l'oubli. Et je me dis, bon, ça marche moyen ce truc quand même. Ça a marché une fois, mais depuis... Et je me dis, bon, si le fait de me pencher sur la blessure de ma grand-mère, dont j'ai peut-être hérité, ça a permis de nettoyer quelque chose, peut-être que j'ai d'autres personnes de ma famille qui ont vécu l'invisibilité. Et là, je me mets en chemin. Et je comprends qu'en fait, le rapport à l'invisibilité ou à la reconnaissance, ça touche pratiquement tout le monde. L'invisibilité, quand vous avez quelqu'un qui vit avec une personne autoritaire, être invisible, c'est avoir la paix. Quand une personne a subi des attouchements, des viols, des choses, et il y en a dans toutes les familles, eh bien, être invisible, c'est avoir la paix quand même aussi. Un grand-père qui fait la guerre, être invisible, c'est vivre. L'invisibilité, je l'ai dit, ça a un lien avec la reconnaissance aussi. Imaginons qu'on ait un père qui ait fait un métier dont il ne rêvait pas, il se serait vu autre chose, et donc il n'a jamais eu finalement la reconnaissance qu'il espérait. Imaginons une mère qui garde les enfants, qui n'a jamais travaillé et qui, en société, n'a jamais rien à dire. Elle n'a pas la reconnaissance. Même dans le cercle amical, elle n'existe pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu gardes les enfants. Bon. Si on a dans la famille des personnes qui n'ont pas eu de diplôme, ou pas assez, absence de reconnaissance, on se sent minable. Alors que pas du tout. On peut très bien faire un métier extraordinaire sans diplôme. Donc la notion d'invisibilité et de reconnaissance, elle touche énormément de personnes. Et vous savez, moi, quand j'ai écrit Trouver ma place, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui ont tout sur le papier. Vous creusez un petit peu, ils ne sont pas là par hasard. Ils cherchent une reconnaissance parce qu'ils ont été moins regardés qu'un frère ou une sœur, ou
Ils ont été plus regardés qu'un frère et une sœur. En tout cas, il y a un déséquilibre. Un père absent, une mère peut-être défaillante ou en dépression, ou quelqu'un qui n'a pas été très aimant ou très démonstratif, qui n'a jamais dit « Mon chéri, qu'est-ce que je t'aime maman est tellement fière de toi », ou papa qui dit bah, « Mon fiston, c'est magnifique ce que tu fais, qu'est-ce que c'est formidable, allez, vas-y, fonce ». Il n'y a jamais eu ça. Et donc, bah, finalement, cette place qu'on attendait, ce regard aimant, cette attention d'être un peu unique dans le cœur de nos parents ou de l'un des deux, ben on ne l'a pas eu. Et même si voilà, sur le papier on semble tout avoir, il reste toujours quelque chose, une petite place au sein de la famille, au sein de la fratrie, qui est dysfonctionnelle et qui fait que voilà, ça crée des frustrations et des manques voilà, et des choses à combler. C'est un regard d'amour en fait. L'amour est dans toute chose et c'est en cela que c'est si important. L'amour d'un partenaire, homme ou femme, l'amour d'un parent, l'amour des enfants quand on a des enfants. Et aujourd'hui, quand on regarde de l'actualité, eh bien en fait, quand on voit, c'est que des histoires d'amour contrariées, des guerres, des guerres entre pays, des guerres entre politiques. C'est un amour contrarié constamment. Donc l'amour se loge au creux de tout finalement. Si vous n'avez pas été regardé ou choyé par vos parents comme vous espériez, si vous avez reçu moins d'amour qu'un frère ou une sœur, ou en tout cas moins d'attention, vous allez chercher chez l'autre, votre partenaire, et même dans votre profession, des personnes qui vont vous montrer cela, venir combler un espèce de vide. Et à contrario, si vous avez reçu plus qu'un autre frère ou une autre sœur, eh bien, il y a deux choses qui peuvent se passer. Il y a potentiellement un espèce d'auto-sabotage inconscient qui dit qu'en fait, on appuie sur la pédale de frein parce que on se dit « je ne vais pas en plus briller de mille feux alors que j'ai déjà plus reçu quand j'étais petit ou petite ». Et donc inconsciemment, il y a un auto-sabotage en disant « je ne peux pas encore prendre toute la lumière, j'ai déjà plus reçu que lui ou elle ». Et d'ailleurs, l'amour qu'on a reçu ou qu'on n'a pas reçu de nos parents, il est déjà lié à ce que nos parents ont reçu et surtout n'ont pas reçu. L'amour qu'on se donne, le regard qu'on porte sur soi et sur cet invisible qui nous entoure et qui nous donne de la force, ben c'est vraiment une clé pour sortir de la solitude et surtout pour ne rien attendre de l'autre en compensation. Il est plus intéressant de regarder en face la grosse blessure qu'on a à l'intérieur de soi et de la réparer que d'aller chercher chez l'autre, chez les autres, de quoi s'appuyer pour compenser cette énorme blessure. L'autre a aussi ses blessures, et donc à un moment donné, il ne pourra pas répondre, et puis ce n'est pas son rôle. Donc on a entendu énormément parler de manipulation, de perversité, d'emprise, etc. Quelqu'un qui vit l'emprise, qui vit la manipulation, qui vit la perversité, elle a tellement envie de trouver une estime de soi qu'elle va se dire « je ne peux pas être tombée sur quelqu'un comme ça ». Et ce sont des résistances qui sont normales. Pourquoi? Parce que notre ego, il n'a pas envie de souffrir. Si j'ouvre les yeux sur le fait que mon partenaire est un manipulateur pervers, je me dis, mais donc je suis en danger, donc je vais mal, donc quelque part au fond je suis nulle. Pas du tout. C'est même le contraire, c'est-à-dire que souvent quand on tombe sur ces personnalités comme ça, c'est que généralement on est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui a de l'énergie, qui a des valeurs d'âme, ce sont des très, très belles personnes en général. Mais on a tendance à se déprécier. En fait, à partir du moment où je vis une épreuve, la partie énergétique de mon corps qui est touchée par le drame, elle s'échappe en dehors de mon corps pour me donner une chance de rester debout. En fait, notre corps, il nous protège systématiquement, dans toutes les circonstances. Si jamais j'ai une coupure, par exemple, il émet des endorphines pour me permettre de moins souffrir. Dans le cas d'un choc psychologique, donc on l'a dit, divorce,
même une simple gifle quand on est enfant. Bah, le corps, il me protège également en me mettant dans 3 états bien connus en psychiatrie. La sidération, donc je suis amorphe totale. On m'annonce le truc, je fais jambes coupées, je bouge plus. Deuxième état, la dissociation. Je suis comme extérieur à moi-même, c'est-à-dire que je regarde la situation presque comme si j'étais au-dessus, comme si je regardais un film. C'est pas à moi que ça arrive. Exactement. Exactement. Troisième état, c'est la fuite mentale. La fuite mentale, on est incapable de réagir, de penser, de se défendre. Et ça amène quoi? Dans le cas de personnes qui vont nous déstabiliser à répétition, moi c'est le terme que j'emploie. C'est-à-dire que la personne, elle peut être manipulatrice, elle peut mettre l'autre sous emprise, elle peut être pervers narcissique, elle peut être en dépression. Quelqu'un qui a une dépression, c'est pas manipulateur. Devant les personnes qui piquent des colères sans arrêt, devant les personnes dont on ne sait jamais comment elle va réagir. Là, on est déstabilisé à répétition. Et donc c'est pour ça que moi j'aime pas les étiquettes, c'est qu'on s'en fiche. Est-ce que juste on est déstabilisé à répétition ou pas? Et dans le cas de déstabilisation à répétition, finalement cette énergie qui s'échappe, cette fuite mentale dont parlent les psychiatres, eh bien les chamans évoquent des pertes d'âme. Ça peut expliquer ces chocs, ces déstabilisations répétées lorsqu'elles sont violentes, ou bien les amnésies traumatiques. Combien on a de cas de personnes qui ont été violentées, violées, et qui s'en rappellent 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Ça s'explique sous la forme de sidération, de dissociation et de fuite mentale. Ce que les chamans et les énergéticiens appellent une perte d'âme. Pour ceux qui se demanderaient, mais c'est quoi l'âme? C'est ce qui porte notre énergie, c'est ce qui porte voilà, qui on est. Et donc il y a une partie de nous qui s'est échappée. Un ancien combattant, quand il revient à l'endroit où il a fait la guerre, il dit « Ici, j'ai perdu une partie de mon âme ». Et d'ailleurs, quand on meurt, on dit quoi? On rend l'âme. Donc en fait, c'est quoi? C'est la vie, c'est juste ça. Donc c'est ce qui représente la vie. Et il y a une partie de nous qui s'échappe, ça je l'ai compris, pour nous donner une chance de rester debout. Et je dirais que ce qui a été bouleversant pour moi, c'est de comprendre que dans le cas de déstabilisation répétée par nos proches, que ce soit un parent, un partenaire, on perd de l'énergie, on perd des parties d'âme, et cette partie d'énergie, cette partie d'âme, elle est récupérée par celui qui nous fait du mal. Et là où c'est encore extrêmement troublant, c'est que ça, c'est ce que disent les chamans, mais qu'est-ce qu'ils disent les psychiatres? Notamment Marie-France Irigoyen, psychiatre spécialiste de l'emprise, elle parle de vampirisation inconsciente. Mais je me dis finalement, on dit tous, tout le temps la même chose. Vous parlez de vampirisation, c'est un terme que vous utilisez aussi dans votre livre, La clé de votre énergie, pour raconter l'histoire de Martine qui était vampirisée par sa mère. Oui, elle en veut énormément à sa mère, elle est en colère, elle a une colère noire. Et elle a une colère noire parce qu'en fait, elle a 3 frères et que sa mère a toujours été ultra sympa avec ses 3 frères et avec elle, c'est l'enfer. Et elle me dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui me suis occupée de ma mère. Pourquoi elle est horrible comme ça avec moi? Et je lui explique, je lui dis, il est possible que votre mère soit comme ça avec vous parce que si elle a vécu un énorme choc, ça a créé une béance en elle qu'elle essaie de compenser. Et je lui demande, est-ce qu'elle aurait vécu un drame, quelque chose? Elle me dit oui, un viol. Alors je lui dis, bah, ce viol a créé une perte d'énergie, une béance à l'intérieur d'elle, qu'elle essaie de compenser. Et les gens, ils compensent comment? Avec de l'alcool, de la nourriture, de la drogue, de la cigarette, ou l'énergie de quelqu'un d'autre. Elle me dit, ok, sur le principe, mais pourquoi pas mes frères? Et je lui dis, mais parce que si je vous donne des plats devant vous, et qu'il y a des plats que vous aimez et des plats que vous n'aimez pas, lequel vous allez choisir? Elle me dit, bah, je vais prendre des plats que j'aime bien. Je dis, bah, c'est pareil. Je dis, votre mère, c'est l'énergie, c'est votre énergie qu'elle préfère, et donc c'est vous qu'elle martyrise. C'est vrai que ça l'a apaisée dans un certain sens, parce qu'elle a vu les choses autrement.
Il n'empêche que ça reste dur à avaler. C'est là où je lui ai dit, bah, faites le protocole 6+, qui est d'en trouver ma place avec votre mère, pour justement récupérer l'énergie qu'elle vous a prise. Et dans ce rituel, ce recouvrement d'âme, ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir. Et j'encourage toujours les gens à dire si votre mère ou votre père vous a vraiment fait vivre des choses difficiles, un seul protocole ne suffira pas. Ça ne veut pas dire que l'autre va changer, ça peut. J'ai plein de cas où les gens ont changé, mais le plus souvent, je dirais quand même, que la personne reste défaillante, mais ça ne nous touche plus. Ça ne nous atteint plus. C'est « oui, bon, tu as piqué ta crise ». Oui, bon, très bien. Ou bien les personnes qui me disent « oui, j'ai dit bah, moi aussi, maman, je t'aime ». Elle me fait une vacherie « moi aussi, maman, je t'aime ». Elle dit « regardez ». Elle me dit, puis elle s'est arrêtée direct. Elle me dit « ça a cessé de m'affecter ». Elle est comme ça. J'ai compris que dans cette vie, j'étais née, je me suis incarnée pour guérir de ça. Donc, tant que je lui en veux, je n'ai pas compris ce que mon âme me demande, qui est de pardonner. Alors tout ça, c'est conceptuel. On pourrait se dire, waouh, on va devoir pardonner, etc. C'est compliqué, tout ça. Moi, je dis, on a juste à quelques secondes avant notre mort pour pardonner. On n'est pas obligé de le faire tout de suite, mais, c'est ce que j'explique aussi voilà, dans la clé, c'est que pour moi, le pardon, c'est le fluide de guérison ultime. Je relate l'expérience que j'ai vécue auprès de mon père. On est quelques jours après le 1er de l'an. Ma mère nous appelle affolée en disant votre père est à l'hôpital pour une pneumonie terrible et les médecins ont dit que appelez vos filles parce qu'il passera peut-être pas la nuit. Et donc on part tout de suite avec mon compagnon de l'époque et on se rend à l'hôpital et quand j'arrive à l'hôpital, ça bipe dans tous les sens. Il a vraiment le visage de la mort. Et c'est horrible. Bon, et je lui dis, amène ma mère, je vais rester avec mon père. Et sur le plan émotionnel, une maladie est bien sûr physiologique, mais elle veut toujours dire quelque chose sur le plan émotionnel. Et 4000 ans de médecine chinoise ne diront pas le contraire. Et donc, je sais que potentiellement, cette pneumonie peut être en lien avec quelque chose de l'ordre de la vie, ça me donne émotion, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et je ne vaux rien. Et donc je lui dis, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Il me dit, j'ai mal. Et je lui dis, mais est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'idée, quelque chose qui te rend triste? Et il me dit, tu sais, c'est la deuxième fois que j'ai une pneumonie. La première fois, j'avais 2 ans, et c'est mon frère aîné qui m'a donné du sang, et c'est grâce à ça que j'ai vécu. Je dis d'accord. Et puis, tout d'un coup, il me sort un secret de famille, quelque chose que j'avais jamais entendu, qu'il a été abandonné par ses parents à l'âge de 15 ans, et qu'il a été recueilli par le mari de sa sœur aînée, par sa sœur aînée et son mari. Et je sens, et il me le dit, toute la haine qu'il a envers son père et sa mère, alors que jusqu'à présent, mon père ne me parlait que d'amour vis-à-vis de ses parents. Donc là, moi, je tombe des nues. Et il me parle de haine. Je leur en veux. Ils m'ont abandonné. Je me suis retrouvée tout seul, je n'ai pas compris, etc., etc. Je ne peux pas lui faire de protocole. D'abord, je n'ai pas le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout comment il prendrait. Il y a urgence. Donc, la finalité du protocole, c'est effectivement le pardon, parce que au fur et à mesure qu'on va se remplir d'énergie, nettoyer les blessures anciennes, on va comprendre que les gens qui nous ont fait du mal, finalement, font partie de la solution, puisque en nous nettoyant dans l'actualité, on répare l'ancien. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à pardonner. Et je lui dis, tu sais, tes parents ont fait ce qu'ils peuvent avec l'amour qu'ils ont reçu, et surtout l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Et il peut à peine parler, il me dit oui.
Je dis, on va leur demander, on va les pardonner, tu es d'accord? Et il me dit oui. Et il me dit oui, je vais les pardonner. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais te faire pardonner par quelqu'un? Il me dit oui. Et donc il me raconte une histoire où il aimerait se faire pardonner. Je lui dis, on va demander pardon à cette personne en pensée. Ça fait une petite heure que je suis avec lui et il a changé de tête. Ma mère revient à ce moment-là avec mon compagnon et elle crie quasiment en disant « T'as changé de tête !» Il y a à nouveau le sang qui passe à l'intérieur de... Il a repris des couleurs. La chose incroyable, c'est que il était dans le service le plus, comment dire, opérationnel sur le plan du cœur et des poumons, et que le lendemain, il rejoint une chambre normale, et que 15 jours plus tard, c'est lui qui conduit pour amener ma mère chez eux. Et donc, les médecins vont dire, on n'a jamais vu une capacité, parce que mon père était vieux, une capacité voilà, de recouvrer la santé aussi rapidement. Et mon père, qui a tout oublié, a dit « les médecins m'ont guéri !» Et c'est pour ça qu'en fait, pardonner, c'est un grand mot. Moi, quand on me disait à une époque « il faut pardonner », je lui dis « mais arrêtez avec vos concepts bouddhistes à la con !» J'étais presque véhémente, violente. Je dis « mais j'ai pas envie de pardonner, moi. On m'a fait du mal. Et ça serait à moi en plus à pardonner. Non, mais attends, il va bouffer les pissenlits par la racine. » J'étais violente. Quand j'ai compris tout ça, j'ai changé du tout au tout. Et je me suis dit, mais oui, le pardon est le fluide de guérison ultime, et c'est ainsi que j'ai compris la notion de se pardonner soi-même. Parce qu'avant, je me dis, mais me pardonner à moi-même, mais je suis une gentille fille, j'ai aucune raison de me pardonner à moi-même. Mais en fait, se pardonner à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu t'es incarnée, ma vieille, il y a une partie de ton âme qui a dit, bon, dans cette vie, je suis costaud, je vais me prendre la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la colère, des choses comme ça, et je vais tout guérir. J'ai vu grand. Et donc les épreuves, elles sont là pour me permettre et pour me donner une chance d'en venir à bout. Donc me pardonner, c'est quoi? C'est me pardonner d'avoir vu grand au départ. Est-ce que c'est pas aussi se pardonner des chemins qu'on n'a pas empruntés ou du mal qu'on a pu faire dans notre route? Tout à fait. De toute manière, on a toujours quelque chose à se pardonner. Ouais, on n'est pas des anges, hein. Moi, j'ai pas les ailes dans le dos, en tout cas. Mais même quand on essaie de faire le maximum, voilà, se pardonner, c'est se pardonner de peut-être pas avoir compris les choses. C'est aussi se pardonner d'avoir réagi avec violence. À une époque, j'étais très rancunière. Je ne suis plus du tout. Plus du tout. Quand il y a quelque chose qui se passe, qui est douloureux pour moi, j'essaie de faire un petit pas de côté et je me dis, bon, comment je le ressens, ce truc-là? Et j'essaie de relier à une émotion. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est l'impuissance? Est-ce que c'est l'injustice? J'essaie de comprendre. Et ensuite, je me dis, bon, est-ce que j'ai vécu ça pendant l'enfance? Ah oui, tiens, oui, j'ai eu des peurs, oui, j'ai eu de la colère, non, 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 non. Donc, je vais, de ce que là c'est le protocole 9, j'essaie comment dire, de réembellir le passé. Et ça, il y a un truc fantastique là-dessus. Il y a Giacomo Rizzolatti, qui est un chercheur de l'université de Parme, qui a réussi à prouver que notre cerveau, nos neurones miroirs en particulier, ne font pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Par exemple, si je bois et qu'on me pose des électrodes, il y a une partie de mon cerveau qui va s'illuminer aux endroits par rapport au fait de boire. Vous, Pierre, vous n'avez pas bu. Non. Pourtant, si on pose l'électrode sur votre cerveau, il y a les mêmes zones qui vont s'allumer. Enfin, le fait de visualiser les choses en même temps que moi, d'autant plus que j'ai attiré votre attention sur le fait que je buvais, les mêmes zones, c'est prouvé, scientifiquement parlant.
puisque mon cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on a vécu et ce qu'on n'a pas vécu, si il m'est arrivé quelque chose pendant l'enfance qui est douloureux et que je veux réembellir le passé, ben je vais raconter une histoire à mon cerveau qui va l'intégrer comme une réalité. Ça ne va pas effacer le passé, ça va juste faire en sorte que les choses soient plus douces, moins traumatiques, on va dire. Récemment, je l'ai fait faire à une personne qui n'a pas été du tout regardée par sa mère. Sa mère regarde ses frères et ses sœurs et elle est oubliée, complètement oubliée. Invisible. Invisible. C'est bien, vous suivez. Et je lui propose de faire ce protocole 9 et de s'imaginer, je lui dis, est-ce que vous vous imaginez quand il y a un moment, lorsque vous étiez petite, où vous sentez que vraiment vous êtes toute seule au monde. Elle me dit, ah oui, je vois très bien. Je suis dans la cuisine, et ma mère s'occupe de mes frères et sœurs et joue avec eux, et moi, je suis toute seule dans mon coin. Et je lui dis, donc cette dame, elle est maman aujourd'hui et elle a une profession. Et je lui dis, est-ce que votre maman, on peut la faire venir pour qu'elle s'occupe de vous? Elle me dit, je n'y arriverai pas parce qu'elle l'a tellement jamais fait que c'est inenvisageable pour moi. Bon, elle complique un peu les choses. Alors je lui dis, mais aujourd'hui vous êtes adulte et vous avez des ressources de professionnels, et des ressources de mère et des ressources d'adultes. Je dis donc au fond, vous n'avez pas besoin d'elle. Et là je la vois sourire. Et à côté de petite vous, à je crois 4 ans à l'époque, il y a grande vous aujourd'hui, 54 ans, qui est à côté, qui vous prend dans les bras et qui vous chuchote. Je serai toujours là pour toi. Je ne te jugerai jamais. Tu peux toujours compter sur moi. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour exister. Et là, je la vois sourire. Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait pour que vous vous sentiez encore mieux? Elle me dit oui. Un nounours. J'ai jamais eu de nounours. Alors je dis, on imagine le nounours. Et je dis, il est comment? Elle me dit, il est grand. Un grand nounours. Et je dis, bah, vous imaginez ce nounours, vous le prenez contre vous. Et elle me dit, et je suis tellement contente de me serrer, que mon grand moi serre mon petit moi, avec le nounours contre moi. Et à ce moment-là, je lui dis, que fait votre mère? Elle me dit, elle est jalouse. Elle me regarde, je dis, ah, donc elle vous regarde. Elle me dit, oui, elle me regarde. Je dis, elle est jalouse parce qu'elle aimerait être dans le cercle. Je dis, bah, elle fait quoi là? Elle me dit, elle vient. Et alors que c'était impossible pour elle, elle a imaginé la maman venir dans le cercle avec le nounours, la grande elle, la petite elle. Et une fois que ce rituel 9 a été fini, eh bien, j'explique dans le livre tout comment il faut faire et tout ça. Je dis, comment vous vous sentez? Elle me dit, mais tellement puissante, tellement grande. Je me sens une autre... En fait, elle s'était libérée du regard de sa mère parce qu'elle avait retrouvé les ressources en elle. Imaginons donc quelqu'un qui est en colère et qui dit « Ok, ça m'est arrivé pendant l'enfance, mais on va chercher aussi sur le plan transgénérationnel. » C'est-à-dire ces épreuves qui sont vécues par notre famille avant nous et qui peuvent impacter notre vie. C'est archi connu maintenant, Freud est le premier il y a plus de 100 ans à mettre le doigt dessus, repris ensuite par Jung et ensuite par Anne-Ursula Schutzenberger qui est cette psychologue de renommée internationale qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question. Et Anne-Ursula Schutzenberger, elle dit il suffit parfois d'ouvrir les yeux sur ces récurrences entre ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, notre famille avant nous, pour réaliser qu'on porte finalement aussi cette épreuve, que parfois on ne connaissait même pas. Et simplement le fait d'ouvrir les yeux dessus, ça peut nous permettre de nous en libérer. Alors souvent, ça peut marcher simplement la prise de conscience, mais parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire tout d'un coup on se dit, ouais, alors j'ai des colères, mais effectivement mon grand-père était ultra colérique, il est même ultra connu pour ça. D'ailleurs ça m'est arrivé là il y a quelques jours. Il y a une personne qui est médecin, qui a une maladie auto-immune au niveau du ventre.
Donc il a des régimes spéciaux, sans gluten, sans lactose, enfin bon, c'est l'enfer. Et je lui dis, en médecine chinoise, tout ce qui est autour du ventre est lié avec une colère non exprimée. Et lui, il est zen, il est bouddhiste, enfin il est dans l'âme, il est ultra zen. Et il me dit, ça ne me parle pas du tout. Je dis, ah bon? Elle me dit, pas du tout. Donc je lui dis, jamais un mot plus haut qu'une l'autre, rien. Et il me dit, si, de temps en temps, ça part en cocotte minute, mais pas souvent. Je dis, bah peut-être d'où le problème. Ça s'évacue pas. Parce que je dis, moi, la colère, je la sens vraiment en vous. Et là, je le vois sourire et il me dit, ouais, en fait, je me suis jamais autorisé ma colère. Jamais, jamais, jamais. Et il me dit, j'ai une femme dont je suis en train de divorcer qui est ultra colérique. Je dis, fermez les yeux. Vous pensez à votre femme. Si cette femme-là était quelqu'un de votre famille, ce serait qui? But en blanc, il dit, mon grand-père. Et il me dit, je ne l'ai pas connu, il est mort, j'avais 4 ans. Il me dit, mais dans la légende de la famille, les colères du grand-père, il me dit, on parle encore. Et en plus, c'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est-à-dire, sa femme actuelle et le grand-père, la photo qu'il avait de lui, il m'a dit, il y a des traits communs, physiques. C'est rigolo. Bon, ça, c'était anecdotique, mais quand même. Et je dis, bon, bah, cette colère, j'ai dit, il y a potentiellement beaucoup de colère dont vous avez hérité, mais que ce n'est pas votre nature, et donc vous n'arrivez pas à l'exprimer. Et votre ventre, il en a marre. Il en a marre de ne pas l'exprimer. Donc maintenant, il va falloir dire les choses sans colère pour autant, mais vous affirmer et vous dire non, etc. Alors, ce qui était très très drôle, en fait, c'est au final, c'est que c'était un séminaire, donc on était amenés à se revoir plusieurs jours après. Et le lendemain, il me dit, j'ai fait partir un mail. Il m'a dit, il y a 3 personnes. Il m'a dit, ils vont pas en revenir. J'ai dit, colère ou pas? Il me dit, non, non, pas colère. Mais j'ai dit que c'était plus possible. Et il me dit, en fait, je suis trop gentil. Et c'est vrai qu'il y a quelque part, je vois bien qu'il y avait quelque chose de trop gentil. Alors, on n'est jamais trop gentil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, à un moment donné, se respecter sa place, ne pas se laisser déborder et dire, non, ça, c'est plus possible. Je suis mal à l'aise avec cette situation, je ne veux pas. C'est autre chose que partir dans les tours en colère. Mais il y a quelque chose de l'ordre de non qui s'exprime. La correspondance entre ce qu'on ressent dans le corps et ce qui se manifeste dans le corps et la blessure qui peut nous habiter à l'intérieur, vous la mettez en avant aussi dans la typologie que vous faites des 5 blessures de l'amour. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces 5 blessures et ce qu'on vit quand on les a? Complètement. Alors, c'est Freud en premier qui s'intéresse à la question et qui se rend compte que sur le plan morphologique, nos blessures ont un impact. Et il va faire carrément voilà, une espèce de morphopsycho qui ensuite va être repris par Lise Bourbeau, qui est une auteure canadienne célèbre. Comment on agit, on interagit en fonction de nos blessures. Sachant que dans Trouver ma place, j'en rajoute 5. Là, celle dont je vais parler, il y a l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Et je rajoute la colère, la peur, l'impuissance, la tristesse et la culpabilité. Il faut savoir que, et ça c'est très troublant, et à partir du moment où on le sait, on s'en rend compte et on conscientise, on ne voit pas les choses de la même manière. À chaque blessure, on les fait vivre aux autres, les autres nous les font vivre, et on se les fait vivre à soi-même. Imaginons quelqu'un qui a la blessure d'abandon. Cette personne va potentiellement se faire larguer à un moment donné, abandonné par quelqu'un, en tout cas il va ressentir de l'abandon. La personne peut abandonner quelqu'un et abandonner soi-même, c'est-à-dire arrêter une activité sur laquelle on avait décidé d'investir. Donc je prends l'exemple de Charles III, qui, n'ayant pas été élevé par sa mère, la reine, il a pu se sentir complètement abandonné et lui-même aujourd'hui a quelque part abandonné Harry, un de ses fils. Il a abandonné Camilla pour Diane, Lady Di, et puis ensuite Lady Di pour Camilla. Donc l'abandon revient sans arrêt.
François Hollande, pareil. François Hollande, la blessure d'abandon est tellement forte chez lui que il ne peut pas quitter quelqu'un tant qu'il n'a pas quelqu'un d'autre. Et généralement, toutes les personnes qui ont la blessure d'abandon sont incapables de quitter la personne avec qui ils ne veulent plus être sans qu'ils aient à nouveau quelqu'un. Parce que ce sentiment d'être seul, c'est inenvisageable. La blessure de rejet, elle est très très proche. Et généralement, les personnes qui ont eu la blessure d'abandon quand ils sont petits, ça se transforme en rejet plus tard. La différence, c'est que, par exemple, la blessure d'abandon, c'est je suis désolée, je suis en retard pour venir te chercher à l'école parce qu'il y avait de la circulation. L'enfant se sent abandonné parce que c'est pas la faute du parent, c'est à cause de la circulation. Le rejet, c'est je ne suis pas venue te chercher parce que j'ai décidé que j'avais du travail et que tu pouvais m'attendre. Et là, on se sent rejeté. Les gens qui ont la blessure de rejet, très souvent, ils ont des métiers où ils choisissent entre les prestataires. Je prends lui et eux, je ne les prends pas. Donc il y a quelque chose où je rejette une partie des choses et on passe notre temps à rejeter les choses. On se fait rejeter, par exemple, d'un groupe d'amis, et puis pour soi-même, on va se rejeter en disant bon, j'ai décidé que ça c'est terminé, je ne le ferai plus. Voilà. Il y a quelque chose qu'on rejette, une activité qu'on avait décidé de faire et on arrête. Voilà. Alors ensuite, il y a la blessure d'injustice. On n'a que ce mot à la bouche. C'est juste, c'est injuste. Emmanuel Macron, par exemple, quand il devient président, il place la justice au centre de tout. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui ce qui arrive à sa femme, avec ces fake news absolument délirantes, c'est de l'injustice pure et dure. Ils ont tous les deux la blessure d'injustice. Il est aussi extrêmement injuste envers les autres. Il ne les comprend pas. Il n'a pas compris les Français. Il reste dans sa tour d'ivoire, il ne comprend pas. Je ne parle même pas sur un plan, je veux dire, politique, on parle d'attitude. Il ne comprend pas les gens et donc en plus il est injuste envers lui-même parce qu'il se donne même des bâtons pour se faire battre. Et comme le dit Jung, on attire à soi des gens et des situations toute notre vie pour nous donner une chance de venir à bout de nos blessures. Quelles sont les premières personnes qu'on attire à nous? Nos parents. Puis ensuite nos frères et sœurs. Donc en fait, on va attirer à nous, quand on a la blessure d'injustice, des parents qui vont être injustes avec nous, des frères et sœurs qui vont être injustes avec nous, un copain, une copine qui vont être injustes avec nous, etc., etc. Il y a ce matin une personne qui me dit je me suis cogné le pied contre une marche, c'est l'horreur, comme je me suis fait mal, etc. Bon, si on considère que le problème, c'est la marche, ben on ne peut rien y faire. La marche, elle est là. Donc il faut faire attention, mais quelque part, on ne peut rien y faire. Si on considère que si on s'est cogné, c'est peut-être parce qu'il y a un message derrière. Moi, je lui dis, à quoi tu pensais quand tu t'es cogné? Elle me dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je lui dis, tu t'es fait mal? Elle me dit oui. Donc je lui dis, peut-être que c'est en lien avec une forme de culpabilité, tu t'es fait mal, ou peut-être que tu t'es cogné à ce moment-là parce que ce à quoi tu pensais précisément, bah, tu dois y faire attention. Bon, elle me dit oui, ça me parle moyen, mais je vais y réfléchir. Ça, c'était il y a 3-4 jours. Ce matin, elle m'envoie un vocal en me disant j'ai enlevé mon sparadrap parce que je vais mieux. Elle me dit je ne me suis absolument pas cogné le pied pendant 3 jours. J'enlève mon sparadrap et je me recogne ce matin et j'ai ultra mal. Et à ce moment-là, je me suis rappelé ce que tu m'as dit et j'ai fait attention aux pensées que j'avais. J'étais en train de m'occuper d'une personne qui me fait devenir chèvre. Et je lui avais dit, oui, peut-être que aussi ça peut venir en lien avec une forme de culpabilité du genre, je ne m'occupe pas assez de moi. Et elle me dit, et ça m'a parlé, parce qu'elle me dit, je devais faire un massage, je devais faire des choses, j'ai pas fait pour m'occuper de cette bonne femme. Et elle me dit, là, mon corps, il me dit, stop. Quand il nous arrive quelque chose, la plupart du temps, on dit, ça vient des autres. Le problème vient de la société, le problème vient de la marche, le problème vient de nos parents, le problème vient de notre conjoint, voilà, de la politique, des gens, etc.
Est-ce qu'on peut changer ces choses-là? Non. On peut rien changer. On ne peut pas changer de parents, on ne peut pas éradiquer les microbes, on ne peut pas changer l'infrastructure d'une rue, une marche, compliqué. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut changer? Nous, on peut effectivement faire attention aux choses, ou bien on peut se dire aussi, et si à travers ce bobo, cette douleur, c'est quelque chose, j'avais quelque chose à comprendre. Pourquoi je suis inattentif? Et c'est pas se prendre la tête, c'est finalement se dire que si on se pose la question, et s'il y avait à travers ce bobo, cette douleur, cette épreuve, quelque chose à réparer, c'est passionnant et c'est fascinant, parce que oui, il y a quelque chose à réparer. Et qu'est-ce que c'est? Finalement, se tourner vers soi-même, finalement, et se dire, il y a quelque chose que je peux guérir qui est ancien, c'est remplir c'est la vie d'espoir. Et de se dire que finalement, ça n'arrivera peut-être plus jamais parce que on a compris un message. Moi, je me repose beaucoup sur Jung qui dit, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se rejoue, ou elle se rejoue l'épreuve, pour nous donner une chance de nous en libérer. Si une personne dit j'en ai marre, je suis tout le temps avec le même genre de partenaire qui n'est pas disponible, elle n'arrivera pas à trouver la solution. Si elle se dit ça vient montrer une blessure, peut-être d'abandon ou peut-être la peur de l'homme, la peur du partenaire, le fait que l'amour est impossible, l'amour fait mal. Est-ce que moi j'ai eu mal avec l'amour? Non. Et sur le plan transgénérationnel, ah, ma mère s'est fait attoucher par son père. Ok, c'est un exemple. Donc l'amour fait mal parce que l'amour du père est complètement faussé. Si on m'aime si mal, je ne suis pas digne d'être aimé, etc. Et donc on comprend bien que en se penchant sur euh, cette, cette épreuve ancienne qui n'est pas résolue, eh bien on va nettoyer des choses du passé qui sont graves, importantes et qui nous sont arrivées à un âge où on n'avait pas les outils pour en venir à bout. Et c'est génial. C'est génial de se dire waouh, aujourd'hui avec mes ressources d'adulte, il existe des solutions pour venir à bout de blessures que j'ai vécues et des blessures que je n'ai pas vécues, qui appartiennent à d'autres et qui pèsent sur ma vie. Et c'est une de mes missions d'âme. Je connais des personnes qui passent leur temps à se dénigrer, qui vont appeler leur fils Bouboule, qui ne se rendent pas compte que c'est hyper humiliant. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je suis complètement con. Bam! Quand on voit des personnes qui humilient les autres, leur morphopsychologie change, c'est assez étonnant, et plus on va humilier les autres, et plus potentiellement ça va se voir. Trahison, pour l'exprimer, j'ai donné l'exemple de Nicolas Sarkozy et de Fillon, qui se trahissent l'un après l'autre mutuellement sans arrêt. Ils ont tous les deux la blessure de trahison. Et la blessure de trahison, on trahit les autres, on se trahit soi-même et on est trahi par les autres. C'est une blessure très très dure, très très dure. La plus dure de toutes, c'est l'injustice. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est injuste envers soi-même et on ne sait pas que du coup on a cette blessure. Et quand je donnais mes ateliers, que je faisais un tour de table, vous pouvez être sûr que quand personne me disait « moi j'en ai aucune », je ne me reconnais pas dans l'humiliation, dans l'abandon, dans le rejet, dans la trahison, l'injustice, non. Alors je disais « vous avez la blessure d'injustice, parce que vous êtes injuste envers vous-même, vous n'êtes pas capable de voir que vous avez la blessure d'injustice. » C'est du 100%. Et d'ailleurs, les gens qui ont la blessure d'injustice, très souvent, ils sont injustes envers eux-mêmes et donc ils travaillent au-delà de leurs forces et ça mène au burn-out. À quoi ça sert en fait ça? Ça sert juste à se dire, voilà, si j'ai cette blessure, eh bien, je regarde à travers mes ancêtres, ma famille, mes oncles et mes tantes, mes parents, mes grands-parents, ceux qui ont cette blessure, quel que soit le domaine, voir comme ça si je peux m'en libérer. C'est pas une baguette magique, hein. Ça prend du temps, hein. Faut fouiller. Et pour ceux qui se diraient, oui, mais moi j'ai pas grand-chose comme information sur ma famille, il y a quelque chose qui est magique, c'est que les informations viennent à nous, à partir du moment où on se met en chemin, comme un encouragement. C'est le livre que j'assume le plus, parce que c'est vrai que les autres, j'essaie au maximum de reposer sur des choses assez cartésiennes, d'essayer de trouver des ponts
entre la science et l'inexpliqué. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Par contre, il y a la force des témoignages. Je propose d'entrer en relation avec une force à nos côtés, individuelle, personnelle, et dont on peut trouver le prénom. Un guide, on peut l'appeler comme ça. C'est ce que beaucoup vont appeler l'intuition, la chance, le hasard. Quand on dit « Ah, j'ai décidé de prendre cette rue au hasard et je suis tombée nez à nez avec la personne qui va devenir ma femme », on pourrait se dire bah, « c'est le hasard », on peut dire « c'est la chance », on peut dire aussi « j'ai été guidé ». Bon. De la même façon, on peut dire « j'ai décidé de sortir à une route un peu plus tôt, je ne sais pas trop pourquoi, et j'ai évité un accident ». Chance, hasard ou un guide? Moi, je me suis posé cette question parce qu'en tant que journaliste, je me suis rendu compte que chaque fois que je m'intéressais à un sujet, quand je demandais à l'univers, à chaque fois, je tombais sur quelque chose qui devenait énorme. Et là, je m'interroge et je me dis, mais ces sujets-là, je ne les connaissais pas, ça ne vient pas de moi, ça vient de qui? J'ai découvert qu'auprès des sagesses ancestrales, quand ils ont une décision à prendre, quand il y a un conflit, quand il y a même un problème de santé, ils se réfèrent aux esprits des défunts, aux esprits des ancêtres, aux esprits des sages. Chez eux, c'est normal. Nous, on dit, ils sont gentils, c'est un peu n'importe quoi. J'en parle un jour à une amie médium, elle me dit, bah, t'es guidé, c'est ton guide. Je dis, qu'est-ce que c'est le guide? Elle me dit, bah, on a tous un guide, un ancêtre, ou en tout cas un défunt, qui a choisi de nous guider pour aller vers notre mission de vie. Et elle me dit, moi j'ai le mien, je connais son prénom. Je dis, moi je fais comment pour trouver son prénom? Elle me dit, démerde-toi. je vais imaginer une technique tirée d'autres techniques pour trouver le prénom de notre guide, donc qui consiste à se mettre devant une bibliothèque et à dire une phrase spécifique, « Merci mon guide de guider mes pouces vers ton prénom », de fermer les yeux, de prendre un livre au hasard, d'ouvrir les pouces, d'ouvrir le livre et de poser les pouces à l'intérieur. Et sous mes pouces, il y a un prénom ou deux prénoms, ou s'il n'y a pas de prénom, j'explique ce qu'il faut faire. Je donne effectivement plein de cas particuliers, s'il y a une page blanche, s'il y a deux pages blanches, s'il y a plusieurs prénoms, comment il faut faire. Cette technique, je l'ai partagée dans des vidéos YouTube qui ont été vues pour l'une plus de 2 millions de fois, l'autre 1 500 000 fois, et j'ai reçu énormément de témoignages. Mais impressionnant. Pour les scientifiques, moi j'estime que ça a valeur de preuve. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est une expérience scientifique? C'est une expérience reproductible. Si à partir du moment où on dit une phrase spécifique, avec une intention, on obtient une réponse, il y a une force agissante. Si elle est reproductible, bah, ça a valeur de témoignage. Et aujourd'hui, en science, ce qui compte le plus, c'est les statistiques. Donc si statistiquement parlant, toutes les personnes qui font cette expérience trouvent un prénom, bah, scientifiquement, c'est une expérience qui est validée. On ne peut pas dire autre chose. Moi, ce que je propose dans Plus jamais seule l'expérience, dans ce livre-là, c'est justement d'entrer en relation avec notre guide pour prendre les bonnes décisions. Par exemple, je m'achète une Dush à 2 000 € ou je m'achète un cabriolet à 50 000. Ou bien, est-ce que je m'achète ce bien? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce qu'on déménage par rapport à notre fils parce que l'école il va vraiment mieux? Ou est-ce qu'on reste là? Il y a plein de questions comme ça. Bon. Chaque personne qui va vous conseiller le fait avec son prisme de peur et de fantasme. Là, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance et qui nous apporte une aide pour avancer. Alors, il y a déjà ça, mais parfois, simplement le fait de se connecter à notre guide est une expérience tellement bouleversante que ça fait tomber par terre les cartésiens. Je m'explique. Il attend une greffe de rein depuis 3 ans. Il vient à un de mes ateliers, tout ce que je raconte, ça ne lui parle pas du tout. Ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre côté, l'air de dire « qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ?» Bon, on en vient au guide. Il trouve ça fun, intéressant. Le soir, il rentre et il fait la technique pour trouver le prénom du guide.
Sous son pouce gauche, il y a un prénom. Je crois que c'était Pierre. Sous son pouce droit, il y a un deuxième prénom. Je crois que c'était Henri. Et Pierre-Henri, c'est le nom et le prénom de son grand-père qui est mort quelques jours avant. C'est tellement impressionnant qu'il s'autorise à y croire. Il demande l'aide à ce grand-père de l'aider en disant « Je t'en supplie, aide-moi ». Le lendemain, à 20h, le CHU de Rennes l'appelait pour un greffon compatible. Alors, à quoi ça sert? J'ai envie de dire, à beaucoup de choses. Une femme qui est âgée, qui s'occupe de son mari, qui est très handicapée, très démunie. C'est des grands moments de solitude où il y a quelque chose qui frôle au désespoir, des fois, on peut comprendre. Et elle fait la technique. Et elle tombe sur le prénom de sa grand-mère. Et elle m'appelle. Elle me dit, j'ai tiré un livre que je ne savais même pas qu'on avait, et mon pouce était sous le prénom de ma grand-mère. Et elle me dit, tu sais, cette grand-mère, elle disait à tout le monde, laissez-la se mettre en pantalon, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se mettre en pantalon quand on était des jeunes filles. Quand elle fait du vélo, elle est 10 fois mieux. Elle me dit, elle me défendait. Arrêtez de l'embêter, elle peut se mettre en pantalon. Et elle me dit cette phrase, Pierre, elle me dit, depuis que je sais que c'est elle, mon guide, je me sens protégée. Et est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir une personne âgée qui est isolée, démunie, qui s'occupe corps et âme de son mari et qui tout d'un coup se sent protégée juste grâce à une expérience. Donc déjà, ça c'est le bénéfice, je dirais, immédiat. Si on tombe sur un prénom connu, c'est un guide familial. Si on tombe sur un prénom inconnu, c'est un guide spirituel, c'est-à-dire c'est un guide qui n'est pas de notre famille et qui a un défunt, qui a pris la décision de nous aider par rapport à notre métier, par rapport à nos passions. J'explique aussi, je donne plein de cas particuliers pour essayer de comprendre et surtout pour essayer d'interpréter les résultats. Parfois, il faut vraiment un vrai jeu de pistes en fait pour essayer de comprendre de qui il s'agit. Une fois, il y a une dame, c'est dans le livre, sous le pouce droit, c'est une page blanche, et sous le pouce gauche, il y a marqué, pouce droit, pardon, il y a marqué « il faut chercher ailleurs ». Bon, n'importe qui aurait peut-être décidé d'aller regarder l'expérience, de refaire l'expérience. Elle a l'idée de tourner la première page. Derrière, il y a un prénom, c'est celui de son père défunt. Donc, elle s'est laissée guider. Et l'autre effet, indépendamment du côté waouh de trouver son guide, c'est effectivement de le solliciter pour prendre les bonnes décisions. Et moi, je m'y réfère pratiquement un jour sur deux. C'est la radio, mais il y a des moments quand on envoie un mail, on ne sait pas si le ton il est bon, s'il n'est pas un peu trop piquant, un peu trop mou, un peu trop défensif, un peu trop agressif. Donc il y a 5 méthodes que je développe pour justement demander conseil à notre guide. Et ça évite bien des problèmes. J'explique le cas d'une maman qui a un fils de 16 ans qui est hyper gentil, qui ne fait pas de vagues. Et ils partent en week-end. Et quand ils reviennent, il est en train d'effacer les traces de coca sur les murs. Le frigo a été vidé, il y a des cadavres de bouteilles Enfin bon, ça a été la fête incroyable. Et elle ne comprend pas. Et elle se met à hurler. Et elle décide de demander conseil au guide avec une des techniques, celle du livre. Quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de mon fils pour ouvrir la discussion. Et sous le pouce gauche, il y a marqué « Sois cool, parle calmement » et de l'autre côté, « Ça va aller ». Elle frappe chez son fils, elle lui dit, elle prend une petite voix, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le gamin, il s'effondre en larmes. Il attendait qu'une seule chose, c'est que sa mère se calme. Et il lui dit, « Je me fais un peu harceler à l'école par un grand qui me dit que je suis un bébé. Et j'ai organisé cette fête pour dire que je ne suis pas un bébé. » Et oui, il y a eu de la drogue, oui, il y a eu de l'alcool, mais maintenant, ça y est, je suis le roi, quoi. Et tout va bien. Et elle m'a écrit, c'était émouvant, en me disant, je crois que j'étais tellement dans la colère que ça aurait pu durer peut-être 15 jours sans que je baisse les armes, tellement j'avais l'impression d'être trahie par mon propre fils. Si on vit un conflit avec quelqu'un, un père, une mère, un ami, si on est un peu en tiraillement avec
son associé, son patron, sa femme, et qu'on ne sait pas comment agir. Alors on demande conseil à notre guide en disant quelle attitude je dois avoir pour dénouer le problème, ou bien qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation. Et c'est très éclairant. Je dirais que l'intuition, celle où, de mon point de vue, c'est notre guide qui nous souffle à l'oreille, elle est immédiate, elle est instantanée. À partir du moment où ça prend du temps, là, c'est le mental qui prend le dessus, avec son lot de peurs, de fantasmes, etc. Un jeune homme raconte, il y a 2 jours, il me dit « J'ai ma copine qui m'appelle, elle est dans tous ses états parce qu'elle doit partir en Espagne et elle a perdu sa carte d'identité. » Elle me dit « Elle hurle dans tous les sens. » Et il me dit « Je ne sais pas pourquoi. » Je lui dis « Est-ce que tu as regardé dans le dos de ton téléphone, dans ton boîtier de téléphone ?» Elle dit « Mais je ne mets jamais ma carte d'identité là. J'en ai changé en plus il y a 2 jours de coque. Non, non, c'est pas possible. » Et là, il me dit, je m'entends lui dire « Calme-toi, respire un bon coup, tu vas la trouver, c'est sûr tu pars en Espagne. » Il me dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Je dis « C'est ton guide. » Et alors que c'est quelqu'un qui est extrêmement cartésien, à qui je ne peux pas avoir ce genre de discussion, il me dit « Oui. » Parce qu'il me dit « Franchement, ça ne venait pas de moi. » Il me dit « On a raccroché. 45 secondes après, il m'a appelé. La carte d'identité, elle était au dos du téléphone. Elle ne s'en rappelait plus. Elle me dit, elle est partie en Espagne. L'info ne venait pas de moi. Elle me dit, je ne sais pas de qui elle venait. Mais, et c'est marrant parce qu'à une époque, il m'aurait dit, bon, c'est mon intuition, etc. Et là, quand je lui ai dit, c'est ton guide, t'as parlé à l'oreille, il m'a dit, oui. Parce que c'est quelque chose qu'il peut entendre maintenant, c'est nouveau. Je crois que les gens sont en train de s'ouvrir. Maintenant, ouais, de plus en plus, les gens sont en train de s'ouvrir et ça devient presque un peu ridicule de ne pas croire à l'énergie, aux forces. Il ne faut pas tomber non plus dans la soupe, mais dans l'extrême, il y a des dérives, hein, il faut faire attention. Hein. Mais aujourd'hui, il y a quand même suffisamment de témoignages, de choses inexpliquées pour qu'on puisse les considérer comme étant dignes d'intérêt. J'ai notamment écrit un livre avec un professeur de médecine, un professeur de psychiatrie, Donnez-vous toutes les chances d'aller mieux, et une docteure en neuroépigénétique, où j'aborde justement les moyens de faire attention aux dérives sectaires, aux excès, comment se prémunir de ces gens qui vous disent arrêtez tout, tous vos médicaments, faites que ce que je vous dis, etc. Il faut faire très très attention. Mais pour finir sur une note positive, je dirais que il y en a partout, et même dans le monde médical, il y a des erreurs partout, il y a des gens déviants partout, quels que soient les domaines, même chez les journalistes, et qu'il faut être effectivement prudent et attention. Mais ça sera le mot de la fin. Saint-Exupéry a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, évitons de voir avec les peurs ». Merci beaucoup Pierre.